encore à tous et bienvenue dans mes tutos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spécificité des camping-cars. Concernant l'approche technique, j'ai déjà abordé les différents types et mon camping-car idéal dans les précédents tutos. Mais je voulais aborder avec vous, comme convenu, les spécificités concernant les limitations que l'on peut avoir en camping-car, les différents aspects techniques, les contrôles par exemple, ou les équipements à bord, nécessaires, obligatoires, et puis variables d'ailleurs selon les pays. Eh bien, on va aborder quelques-uns de ces points, et à tout à l'heure. Eh bien, donc, dans ce tuto, je ne vais pas vous parler des différents types de camping-cars, des dimensions, ou encore des différents types d'équipements de couchage, de salle de bain. C'est déjà l'objet de certains tutos ou des futurs tutos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 choses. La première chose, c'est d'apprendre à lire sa carte grise. En fait, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des camping-cars qui ont des places qui sont différentes quand on considère que l'on parle des places sur la route ou des places de couchage. Alors, ça se lit sur la carte grise. On va aborder ce point. Les éléments intéressants à lire sur cette carte grise se trouvent en plein milieu. Comme vous le voyez ici, il y a un certain nombre de symboles. D'abord, il faut comprendre à quoi correspondent ces symboles. La réponse se trouve au verso. À chaque lettre et chiffre correspond une indication que vous pouvez lire directement. Pour le nombre de places, il s'agit de la valeur S1. Et dans ce cas précis, il s'agit d'une valeur 4, c'est-à-dire que l'on peut transporter 4 personnes en toute sécurité. Notamment parce que ces 4 personnes pourront avoir une ceinture de sécurité et devront être attachées durant tous les déplacements. Puis on peut en profiter ici pour rappeler les conseils de la sécurité routière. Pour chaque personne une place et pour chaque place une ceinture. La conséquence, c'est qu'il est donc interdit de circuler dans le camping-car pendant son déplacement, ni même de dormir sur un lit par exemple. Et il ne faudra pas confondre le nombre de places pour la nuit et celles qui correspondent aux places sur la route. Ainsi, certains camping-cars qui peuvent être très spacieux et confortables ne peuvent pas accueillir en roulant plus que ce qu'il y a sur la carte grise qui est parfois réduite à 2, car sur certains gros camping-cars, il sera impossible d'avoir une charge utile qui soit raisonnable. Dans le prochain point numéro 2, je reprendrai tout ce qui concerne la limitation de poids. Mais dès à présent, pour ce qui concerne le nombre de places assises, voici la formule qui est utilisée par l'administration. Ainsi, si vous voulez calculer le nombre de places assises maximum de votre véhicule, vous devez relever sur votre carte grise la valeur F2, la valeur G1 et connaître la longueur de votre véhicule. En ce qui concerne ma carte grise, F2 égale 3500 kg, G1 2945 et ma longueur étant de 7,45 mètres, voici le calcul. J'ai donc ici un nombre de places possible de 6, ce qui est beaucoup et bien supérieur à celle que j'ai sur ma carte grise, qui est de 4, je vous le rappelle, mais qui va avec l'idée que je dégage ainsi une charge utile potentielle. Le deuxième point concerne la conduite du camping-car. En général, en tant que camping-cariste, quelles sont nos limites ? Limitation de vitesse ou limitation de stationnement ou limitation de poids Voyons ça. Mais revenons à notre carte grise. Nous sommes des véhicules VASP, c'est-à-dire des véhicules automobiles spécialisés, aménagés caravane. Et nous entrons ainsi dans la catégorie des véhicules ordinaires M1. Cela a pour conséquence d'avoir les mêmes limitations de vitesse sur la route en France que tous les autres véhicules légers inférieurs à 3,5 tonnes. Et nous devrons obéir aux mêmes règles de sécurité que tous les autres véhicules. Attention, ces règles ne sont pas les mêmes lorsqu'on sort du territoire national. Lors du troisième point, je parlerai des différences concernant l'équipement à bord. Mais voyons d'abord le sujet concernant les vitesses. Voici quelques exemples de conditions de limitation de vitesse en Europe. Et donc lors de vos déplacements à l'étranger, il faudra être attentif à la lecture des panneaux lorsque vous rentrez dans le nouveau territoire, ils sont généralement bien indiqués.
Selon la classification internationale, nous sommes, en tant que camping-caristes, des véhicules de catégorie M. M1 parce que nous sommes des VASP. Et comme tous les véhicules, nous devons respecter le code de la route et respecter la signalisation. Cependant, à cause de notre volume et notre taille, nous avons parfois quelques problèmes de stationnement. Il faudra alors privilégier les communes qui nous accueillent et qui mettent à disposition des aires qui sont souvent très confortables et même gratuites. Et si l'on peut toujours aller dans un camping, notre spécificité c'est quand même une grande liberté pour trouver des coins sauvages. Il est facile de trouver des coins sauvages, je vous engage à aller voir mes tutos à ce sujet sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Et faut-il rappeler que stationner n'est pas camper. Du fait de certains abus, certaines communes nous interdisent le stationnement de manière légale ou illégale, mais c'est bien dommage. Troisième point de ce sujet, le poids, et notamment la charge utile. Comment la calculer? Encore une fois, il va falloir se tourner vers la carte grise et chercher le PVOM, c'est-à-dire le poids à vide en ordre de marche. Cette valeur correspond à la lettre G. Ici 3020 kg. On pourra remarquer que la valeur G, PVOM, c'est-à-dire le poids à vide en ordre de marche, est égale au poids à vide plus 85 kg, c'est-à-dire le poids d'un conducteur, sachant que toutes les personnes qui seront dans le camping-car seront considérées comme ayant 85 kg, y compris les enfants. Et c'est le moment de calculer ma charge utile, c'est-à-dire le poids que je peux rajouter dans ce véhicule lorsque je pars en voyage. J'ai un véhicule qui est autorisé à rouler avec une charge de 3,5 tonnes. Sa charge à vide est de 3020 kg. Il me reste donc 480 kg de charge utile. C'est cette limite 480 kg que je ne dois pas dépasser lorsque j'aurai mis mon eau, mes provisions, rajouter des accessoires nouveaux comme par exemple des outils ou une roue de secours et bien sûr les passagers. Alors attention parce que cette valeur est vite atteinte avec les affaires de voyage, les bouteilles de gaz, les réservoirs pleins et vous risquez de vous faire arrêter et contrôler sur l'autoroute, c'est courant. Et en plus du PV que vous aurez peut-être aussi une immobilisation du camping-car si votre poids total autorisé en charge est dépassé de 5%. Avec un permis B, il est toujours possible d'atteler une remorque jusqu'à 750 kg. Mais là encore, attention à ce que votre PTRA ne soit pas dépassé. C'est la valeur F3 sur votre carte grise. Si je soustrais cette valeur de 6000 à mon PTAC qui est de 3500 kg, je constate que je peux tirer 2500 kg avec ma remorque. Mais pour tracter une remorque de plus de 750 kg, il vous faudra passer le permis BE. Pour terminer avec les limitations, parlons de la hauteur du véhicule. La plupart des profilés des fourgons ont une hauteur inférieure à 3 mètres. Cette hauteur est néanmoins trop importante pour passer dans la plupart des endroits qui sont très fréquentés. Et sur les autoroutes, le tarif qui sera appliqué sera celui de la classe 2. Pour les capucines qui dépassent souvent les 3 mètres, ils seront en classe 3. Et attention parce que si vous êtes en van avec quelque chose sur le toit, vous serez surclassé. Et attention, c'est aussi le cas si vous avez un PTAC supérieur à 3,5 tonnes ou si vous avez 2 essieux à l'arrière. Le troisième point concerne les équipements. Dans le camping-car, nous avons des équipements qui sont spécifiques, voire même obligatoires. Quels sont ces points? Du fait de la présence de gaz et d'électricité, la présence d'au moins un extincteur est indispensable. Et il faudra veiller à son renouvellement dès la date d'expiration arrivée. Vous devez être en possession d'au moins un gilet réfléchissant et d'un triangle de signalisation. Il est conseillé d'avoir autant de gilets qu'il y a de passagers. Comme vous le voyez, sa couleur peut varier. Ce qui est important, c'est la rétroréflexion et le marquage CE. En France, un triangle de signalisation est obligatoire. Il est peut-être aussi conseillé d'en avoir 2, comme en Espagne, pour en placer un devant et un derrière. On pourra compléter cet ensemble d'une couverture de survie et d'une petite trousse à pharmacie. Et si vous avez des vélos, vous êtes dans l'obligation de mettre ce panneau de signalisation, surtout en Europe où c'est obligatoire, en Espagne, en Italie par exemple.
Enfin, le dernier point, quatrième point, concerne nos obligations, par exemple les contrôles. De quoi s'agit-il? Il vous vient probablement à l'esprit immédiatement le contrôle technique. Et vous avez raison. Il s'agit en fait des mêmes obligations que pour les autres véhicules. Si le véhicule est neuf, il faudra attendre 4 ans pour le premier contrôle, puis ensuite tous les 2 ans. Si vous bénéficiez d'une garantie d'étanchéité lors de l'achat, vous êtes dans l'obligation de venir faire contrôler cette étanchéité tous les ans pendant 5 ans. C'est payant. À ce sujet, je vous propose mon tuto que vous trouverez sur la chaîne YouTube ou sur mon blog. Et enfin, si c'est vous qui avez aménagé votre camping-car, sachez qu'il faudra passer par l'Adréal pour le faire homologuer. Les conditions sont assez sévères. Si avant 2018 il y avait une certaine tolérance, aujourd'hui ce n'est plus possible. Avec votre aménagement de type camping-car, c'est-à-dire avec un coin repas, un couchage, un coin cuisson, etc., il faudra qu'il soit obligatoirement homologué en tant que VASP pour passer le contrôle technique. Et je ne peux pas terminer ce tuto sans parler de la vignette Criker. Comme tous les véhicules, les camping-cars sont soumis aux règles de pollution. La plupart des camping-cars étant équipés en moteur diesel, il est donc important d'être avec des moteurs récents pour être dans des normes de pollution les plus basses possibles. Le risque étant de ne pas pouvoir traverser certaines agglomérations qui limitent la circulation à des vignettes très basses, 1, 2. Alors avec des véhicules anciens de 10 à 20 ans d'âge, vous aurez peut-être des problèmes avec votre vignette 4 ou 5. Eh bien voilà, la spécificité d'un camping-car, c'est d'être un véhicule dans lequel on va vivre. Donc ça amène ici quelques contraintes, mais vous voyez, elles sont tout à fait supportables et heureusement, la vie en camping-car est plutôt facile, aisée et tellement agréable. À bientôt sur les prochains tutos. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.